Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aller au Japon pour évoquer l'histoire des samouraïs. On sait tous plus ou moins ce qu'est un samouraï. C'est une des figures, des icônes de l'histoire et de la culture japonaise. Mais ce que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, d'explorer, c'est comment les samouraïs sont apparus, de les replacer dans l'histoire du Japon, de voir quel rôle ils occupaient dans la société où ils évoluaient, et ensuite comment ils sont disparus, et ce qu'il reste de leur héritage dans la culture contemporaine du Japon. Avant de commencer, vous trouverez dans la description sous cette vidéo différents liens vers des chaînes d'ASMR en français que j'apprécie et surtout pour les plus petites et moins connues d'entre elles que je vous invite à aller découvrir et soutenir. C'est toujours assez encourageant, surtout quand vous commencez à faire des vidéos, d'avoir des commentaires et de recevoir un avis encourageant sur son travail. Donc je vous laisse découvrir ces différentes chaînes dans la description. Alors pour commencer et replacer les choses dans leur contexte, il faut déjà un peu évoquer l'histoire du Japon. Vous savez peut-être que le Japon est une des plus anciennes monarchies au monde, peut-être même la plus ancienne, puisque depuis au moins 15 siècles, il y a eu des empereurs à la tête de ce pays, et les premiers textes écrits en japonais qui nous soient parvenus, qui sont assez tardifs, ils apparaissent au 8e siècle après Jésus-Christ, indiquent même que les empereurs seraient apparus plusieurs siècles avant, mais les historiens considèrent généralement ces premiers empereurs comme des personnages mythiques qui ont été inventés a posteriori pour donner une origine plus ancienne à la dynastie régnante sur le Japon. Mais avant même que des empereurs existent au Japon, le pays était peuplé plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, par exemple 3 millénaires avant notre ère. Il y avait une culture qui s'appelle la culture de Jomon, qui a existé et qui a perduré 2000 ans et qui s'est éteinte quelques siècles avant notre ère. Ensuite, dans les premiers siècles de notre ère notamment, le Japon a été, comme beaucoup d'autres pays d'Asie orientale, fortement influencé par la Chine. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pour beaucoup de pays d'Asie, d'Extrême-Orient, comme la Corée, le Vietnam et le Japon, la Chine a été historiquement une sorte de matrice culturelle dont des conceptions politiques, sociales, des religions, des formes d'organisation ont été communiquées, se sont répandues chez ses voisins et ont fortement influencé leur culture. Dans le cas du Japon,
On en trouve des traces à travers cette institution impériale, mais aussi dans le système d'écriture. Une bonne partie des caractères qui servent à écrire le japonais, les kanji, est directement importé du chinois. Et comme d'autres pays, le Japon a développé une culture spécifique, nationale, en s'inspirant fortement de bases chinoises. Mais même si depuis des siècles, des empereurs ont officiellement régné sur le Japon, leur pouvoir pendant la plus grande partie de l'histoire du pays, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, a été plus symbolique que effectif. Ils étaient les chefs d'État du Japon, mais ils devaient déléguer parce qu'ils étaient politiquement et militairement faibles leur pouvoir à des nobles, à des seigneurs. Et ces empereurs qu'on appelle aussi les Mikado, c'est le nom japonais de l'empereur, ont fait appel à ce qu'on appelait des shoguns. Le shogun, dans le Japon du Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, était le gouverneur du pays, une sorte de généralissime qui recevait de l'empereur la charge d'administrer le Japon en son nom et de prendre les décisions qui s'imposaient pour la conduite des affaires du pays. Dans les faits, ces shoguns étaient de très puissants seigneurs de guerre qui recevaient, pour ainsi dire, l'intégralité du pouvoir, et cette institution du shogunat va durer pendant des siècles. Des dynasties de shoguns vont apparaître parce qu'à partir du XIIe siècle, la charge de shogun devient héréditaire et la période du shogunat peut se découper en deux grandes périodes. Il y a une première époque qui va durer jusqu'à la fin du XVIe siècle, pendant laquelle le Japon est très fragmenté. Il y a des guerres civiles incessantes entre des nobles locaux qui s'attaquent à leurs voisins. Il y a plusieurs puissantes familles qui luttent pour dominer l'archipel du Japon et occuper cette place de shogun. Et puis, à la fin du XVIe siècle, une dynastie, la dynastie des Tokugawa, va dominer les autres, s'emparer du pouvoir, et à partir de 1603 jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, donc pendant plus de 250 ans, va gouverner le Japon. Et c'est dans ce contexte, d'abord pendant des siècles de guerre civile, puis pendant 2 siècles et demi de paix, que va apparaître et se modeler le personnage du samouraï. Une sorte d'ancêtre du samouraï, c'est le guerrier de ces guerres civiles japonaises de l'époque médiévale que l'on appelait le bushi. Bushi en japonais, ça veut dire guerrier, et d'ailleurs le code de conduite
samouraïs, qui a été élaboré plus tard, s'appelle le Bushido. Littéralement, le Bushido, c'est la voie du guerrier, le chemin qu'il doit suivre. Et il faut comprendre que dans une société, dans un pays qui pendant des siècles est déchiré de façon récurrente par des guerres intérieures, la société est devenue fortement militarisée. Les vertus guerrières, le courage, la soif de lutter, mais aussi la fidélité à son Seigneur étaient des valeurs qui sont devenues de plus en plus importantes et qui vont contribuer à former la base des valeurs qui sous-tendent l'institution des samouraïs. La société japonaise, jusqu'au XIXe siècle, est souvent appelée féodale, par comparaison avec le système féodal européen du Moyen Âge. Parce qu'effectivement, elle fonctionne comme une pyramide d'allégeance entre des suzerains et des vassaux. On trouve au sommet de cette pyramide l'empereur, le Mikado, qui délègue à un shogun la gestion du pays, même si dans les faits le véritable maître du Japon était le shogun, et à travers des allégeances personnelles, le shogun commandait aux nobles locaux, les maîtres de la noblesse japonaise étaient appelés les daimyo, et ces daimyo avaient en dessous d'eux une autre pyramide de nobles inférieurs et de samouraïs qu'on peut donc comparer, même si il y avait des différences importantes avec les chevaliers du Moyen Âge européen qui se situaient en termes de hiérarchie à la base de la noblesse du Moyen Âge. Les vertus militaires des bushi et leur place dans cette société féodale du Japon auraient pu disparaître avec l'installation d'une longue période de paix pendant l'ère du shogunat des Tokugawa à partir du début du XVIIe siècle. Mais en fait, c'est l'inverse qui va se produire et les bushi vont de plus en plus devenir ce qu'on appellera des samouraïs. Le samouraï, en japonais, samouraï, c'est celui qui sert, et effectivement, la raison d'être, le statut du samouraï, dépendait de l'allégeance qu'il prêtait, soit directement au shogun, mais le plus souvent à un noble, à un daimyo, et selon les termes de cette allégeance, il lui devait une fidélité et un dévouement total, y compris si ça impliquait le sacrifice de sa vie, en échange de quoi il recevait une pension, il pouvait vivre dégagé de toute contrainte matérielle, il n'avait pas besoin, et il était même très mal vu, qu'il travaille, et la place occupée par le samouraï dans la société japonaise dépendait totalement de cette relation à son daimyo, à tel point que si son maître commettait une faute et était
déchu, ou s'il mourait et que le samouraï ne prêtait pas allégeance à son successeur, il devenait un ronin, comme on appelait ces personnes, c'est-à-dire un samouraï qui n'avait plus de lien de vassalité avec un noble et qui donc perdait tous les privilèges accrochés, liés à sa fonction. Et ce qui est intéressant et qu'on peut trouver paradoxal, c'est que la figure du samouraï telle qu'on la connaît, cet être qui ne fait pas grand cas de sa vie personnelle et qui peut même simplement pour laver son honneur se suicider. Je reviendrai dans un instant sur les codes que le samouraï devait respecter, est en fait apparu non pas pendant les guerres qui agitaient le Japon, mais après, pendant la période Tokugawa, quand leur seul rôle était plutôt d'assurer la police et la protection de leur maître dans une société qui était devenue beaucoup moins orientée vers la guerre qu'auparavant. Et là, on peut faire un parallèle assez intéressant avec ce qui s'est passé en Europe à la fin du Moyen Âge, pendant la Renaissance, et le statut de la chevalerie et des chevaliers. En fait, la chevalerie n'a jamais été aussi populaire et appréciée, du moins ses valeurs, son héritage, que pendant la Renaissance, alors que les chevaliers du Moyen Âge étaient devenus obsolètes sur les champs de bataille. Autant au Moyen Âge, en Europe, la contribution des chevaliers qui formaient l'élite de la cavalerie était cruciale dans les batailles, pendant les guerres, autant à partir de la Renaissance, avec le développement de l'artillerie, des armes à feu, avec des armées beaucoup plus grandes et mieux organisées, le chevalier perd son utilité stratégique, ou du moins elle se réduit fortement. Mais malgré ça, c'est à cette période que, à la cour de François Ier ou Henri II en France, celle d'Henri VIII en Angleterre, celle de Charles Quint en Espagne et en Autriche, au XVIe siècle, on va véritablement glorifier les valeurs de la chevalerie et s'en réclamer. Et d'une certaine manière, avec toutes les différences qui peuvent exister, un phénomène un peu similaire se passe au Japon avec les samouraïs. Ce sont les restes, les héritiers d'une tradition guerrière et de valeurs qui ont pris leur autonomie par rapport à une société qui, en fait, a moins besoin de guerriers qu'auparavant. Et c'est pendant cette période, non seulement que le samouraï gagne définitivement ce statut et sa place dans la société japonaise, mais aussi que la culture qui accompagne les samouraïs fleurit, se développe. C'est à cette période que le Bushido, le code des samouraïs, est rédigé. C'est à cette période également que leur éducation, les lois, les interdits qu'ils doivent respecter sont formulés de façon de plus en plus précise. Et il est intéressant de s'arrêter à toute la culture et tous les codes qui entourent l'existence des samouraïs. Déjà, ils
reçoivent une éducation qui n'est pas seulement militaire, mais aussi intellectuelle. Ce sont des gens éduqués, lettrés, et ensuite ils adoptent une tenue, une apparence qui les distingue du reste de la population et qui affirme leur statut dans la société. À partir du XVIIe siècle, ils abandonnent leur armure dans la vie quotidienne et portent le kimono. Ils abordent aussi une coiffure particulière qui est caractérisée par la tonsure d'une partie du crâne, et qu'ils étaient les seuls à avoir le droit d'utiliser. Et leur éducation militaire et guerrière était très poussée. Ils devaient savoir manier de nombreuses armes, toutes les armes principales. Ils devaient maîtriser parfaitement l'équitation, et les armes les plus connues des samouraïs étaient ce qu'on appelle le daisho. Le daisho, ce sont les deux sabres traditionnels des samouraïs, un sabre court et un sabre long qui s'appelle le katana, qui est sans doute le plus célèbre des sabres japonais, qui se manie avec deux mains. Et la qualité des sabres japonais, et même plus généralement des armes blanches japonaises de cette période, sera extraordinaire, exceptionnelle, parce que suite à une décision des Tokugawa, le Japon s'est fermé au reste du monde à partir du XVIIe siècle. Il a interdit les armes à feu. Ironiquement, les Tokugawa se sont imposés dans une grande bataille en faisant usage de l'artillerie, et constatant le pouvoir de destruction de l'artillerie, et aussi le caractère jugé indigne de ce type d'armes, ils ont ensuite fait bannir du Japon non seulement toutes les armes à poudre, mais également tout contact avec le monde extérieur. Et jusqu'à ce qu'on appelle la révolution Meiji, en 1868, le Japon va rester totalement isolé, refermé sur lui-même, en limitant au strict minimum les contacts avec le monde extérieur, jusqu'à ce que l'ouverture lui soit plus ou moins imposée par le reste du monde. C'est un cas assez rare dans l'histoire d'une interdiction des armes et d'une innovation technique qui va perdurer pendant aussi longtemps. Parce que les cas historiquement où on a condamné de nouvelles armes pour leur pouvoir de destruction, ou parce qu'elles étaient jugées contraires aux lois ou aux règles de la guerre, sont assez fréquents, et pas seulement en Asie. Si on en revient à l'histoire européenne, par exemple, les premières arbalètes, quand elles sont apparues au Moyen Âge, ont été condamnées par la noblesse et aussi par l'Église, parce qu'elles permettaient de tuer facilement des chevaliers en armure et à distance, et on considérait indigne et quelque part injuste qu'une personne qui n'avait reçu que quelques jours de formation puisse être plus puissante avec une arbalète qu'un archer qui s'était entraîné pendant des années. Le même débat va réapparaître par exemple avec
production des armes à feu, mais compte tenu des guerres, de la compétition entre pays, ces interdits ou ces réticences vont toujours être abandonnés, dépassés, et systématiquement en Occident, les innovations techniques sont utilisées dans les conflits. C'est reproduit de nombreuses fois, par exemple au XIXe siècle, avec l'apparition des premiers sous-marins qu'on jugeait, là encore, déshonorants pour ceux qui les utilisaient, parce qu'ils ne laissaient aucune chance aux navires qui en étaient les victimes, avec les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, et même plus récemment, avec des armes comme les drones, qui là encore ne laissent aucune chance à leur cible, mais systématiquement, peut-être parce que la valeur qui est attribuée à l'innovation technique est plus forte, peut-être aussi parce que peu importe finalement les moyens, la volonté de s'imposer est plus puissante. Ces réticences ont systématiquement été abandonnées. Dans le cas du Japon de cette époque, on a vraiment un exemple assez unique dans l'histoire, avec lequel pendant plus de 250 ans, un pays va volontairement renoncer à adopter des armes plus efficaces que celles dont il dispose. Et ceci dit, cette renonciation aux armes à feu va permettre aux artisans japonais qui fabriquent les sabres de parfaire leur art et de fabriquer des lames extrêmement légères, extrêmement tranchantes et extrêmement solides, qui font des sabres japonais une référence dans le monde des armes blanches encore aujourd'hui. Et enfin, les samouraïs respectaient un code de conduite extrêmement strict, avec en particulier ce rituel connu qu'on appelle le seppuku. Le seppuku, ou harakiri, c'est un rituel de suicide qui permettait à un samouraï de laver son honneur, de mourir et de disparaître dignement, et qui consistait pour lui dans une épreuve qui nécessitait un courage extraordinaire et une absence de peur face à la mort et à la douleur, qui consistait à utiliser le plus court de ses sabres pour s'ouvrir le ventre avant qu'une personne de confiance, généralement son meilleur ami, s'il était disponible pour le faire, ne lui tranche la tête. Ces samouraïs vont donc occuper, tout en étant une très petite fraction de la population japonaise, une place tout à fait particulière dans cette société, et ce qui va sonner la fin de leur heure, c'est la réforme Meiji, l'ouverture du Japon, puisqu'en 1868, le Japon connaît un bouleversement politique majeur. Le shogunat est aboli et temporairement les empereurs vont reprendre le pouvoir auquel ils n'avaient plus touché quasiment depuis des siècles, et décréter une phase d'ouverture et d'adaptation du pays pour lui permettre d'affronter un monde qui, pendant sa phase d'isolement, est devenu beaucoup plus menaçant et
également beaucoup plus développé techniquement que le Japon. Et cette ère Meiji marque le début non seulement de l'industrialisation et du développement technique du Japon, mais aussi d'un bouleversement social majeur, également de l'expansion impérialiste du Japon en dehors de ses frontières historiques, de son archipel, et va totalement bouleverser la place des samouraïs dans la société japonaise. En quelques années, les samouraïs perdent leurs privilèges, perdent le droit d'utiliser les signes extérieurs de leur appartenance à cette classe qui a été abolie, et de nouvelles classes sociales sont définies au Japon. Mais pour autant, les samouraïs et leurs valeurs ne vont pas s'éteindre rapidement, puisque faisant partie des gens plutôt éduqués de cette société japonaise d'avant l'ère Meiji, ils vont contribuer à fonder et développer les premières entreprises, à importer le savoir-faire technique venu d'Occident, et certains historiens et sociologues ont parfois remarqué que les valeurs, les modes de fonctionnement de ces entreprises et plus généralement certains codes dans la société japonaise portaient encore les traces de ces valeurs, de cet héritage guerrier des samouraïs. Il restait d'ailleurs encore, pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, une référence pour les soldats et l'état-major japonais. Finalement, c'est en 1947, quand le Japon va adopter une nouvelle constitution et devenir, pour la première fois de son histoire, un pays démocratique, que les samouraïs vont définitivement disparaître. Et aujourd'hui, depuis maintenant plus de 60 ans, il n'y a plus rien qui, de près ou de loin, ressemble à un samouraï au Japon. Mais depuis un siècle, le samouraï s'est imposé à travers la connaissance de l'histoire japonaise, à travers la culture populaire, les romans, les films, comme une icône, une figure marquante de la culture japonaise. J'ai déjà parlé une bonne demi-heure, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, en espérant comme toujours que cette présentation vous a intéressé et qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.